Alors, en effet, je vais faire office de méchant petit canard parce que je vais poser des limites à cette liberté. Parce que je pense que, et bon, effectivement, il y a beaucoup d'atteintes et de menaces qui pèsent sur certaines des libertés, et notamment par rapport au féminisme. J'ai pu parler dans mon essai précisément, je parle de l'esprit inquisiteur de ce féminisme, donc j'accorde tout à fait cet aspect, mais en même temps, je pense que nous vivons d'une conception dévoyée de la liberté, ce que je vais tenter de montrer, et parce que conçu et développé par le progressisme, par la gauche. Et il me semble que la droite, en revanche, en effet, a dans son histoire de quoi surmonter les impasses civilisationnelles et existentielles dans lesquelles nous sommes embourbés par rapport à la liberté. Alors, un des défis majeurs de notre présent est le rapport de... Ah, d'accord. Donc un des défis majeurs de notre présent est le rapport de l'individu à la collectivité et très précisément à la nation ou à la patrie, notion que certains préfèrent car elle est plus charnelle et surtout plus accordée à l'épaisseur des siècles. Alors il s'agit donc de penser l'articulation de l'individu à la nation. Alors, le rôle, à mon sens, que la droite a joué à cet égard est de remettre l'individu à sa place, de ne pas exalter seulement le sujet avec ses droits et ses libertés, faire valoir les droits de la nation face aux revendications des individus, voire des communautés. Parce que ce qui nous menace, en effet, c'est la communautarisation de notre pays. Comment répliquer à l'hypertrophie des droits subjectifs et justement cet argument de la liberté que les individus jouent contre l'identité nationale et contre la continuité historique des peuples. Donc remettre en question ce primat des droits de l'homme, car cette thématique nous voue à l'impuissance. Alors, je rappellerai juste un moment de la campagne présidentielle et dont vous avez sans doute la mémoire. Lors d'un colloque, Emmanuel Macron rapportait une anecdote qui était hautement significative par les conclusions qu'il en tirait. Alors, je le cite, « J'étais hier à la gare de Lyon, une jeune femme est venue me voir en me disant « Moi, on m'empêche de travailler avec le voile. » Donc, fin de citation. « Ce n'est pas cela la République, disait-il. Accepter qu'elle perde un peu de cette liberté, c'est accepter que nous perdions la nôtre, parce qu'elle ne travaille pas dans un service public. » Je crois que c'est un très bon exemple, justement, d'une conception dévoyée de la liberté comme droit qui disqualifie les droits de la nation. Or, dans le plébiscite de tous les jours qu'est une nation, selon la célèbre définition d'Ernest Renan, l'adoption des codes, et notamment des codes vestimentaires, l'adoption des mœurs, ces lois non écrites, des manières du pays dont on est membre, est un grand oui d'approbation et les peuples l'interprètent bien ainsi. Je cite Montesquieu, « Un peuple connaît, aime et défend toujours plus ses mœurs que ses lois. » Parce que celles-ci sont abstraites quand les premières relèvent de l'expérience sensible, immédiate, concrète. Donc il faut relégitimer la préséance du monde, de la nation, sur l'individu. À l'individu s'autorisant du principe du « à mon seul désir », selon l'expression, la formule qui est inscrite au fronton d'une des tapisseries de la Dame à la licorne au musée de Cluny, aux citoyens se concevant comme ayant droit et à un État qui accepte de n'être qu'un prestataire de droits et de services, opposons le citoyen à la Václav Havel, un être ouvert à une responsabilité pour le monde, pour la civilisation dont nous sommes membres, dont ce citoyen est membre. Tout n'est pas possible parce que je suis dépositaire d'un héritage, parce que je dois en répondre devant mes contemporains, mais aussi devant mes ancêtres. Montaigne disait magnifiquement, c'est ici le lieu de ma naissance et de la plupart de mes ancêtres, ils y ont placé leur affection et leur nom. Et j'ai dit, oui, j'ai bien dit Montaigne, donc, nous devons répondre de ce monde devant nos contemporains, devant nos ancêtres et devant ceux qui viendront après nous. Il y a une transcendance de la nation, de la civilisation par rapport à l'individu.
Donc, je crois que la droite est plus à même d'assumer cette philosophie. L'abstraction des modernes lui est étrangère, puisqu'elle admet la filiation, l'incarnation. Elle sait que l'individu s'éduque, se forme et a besoin d'être inscrit dans une histoire. La notion d'enracinement chez Simone Veil reçoit une acception géographique, assurément, mais non moins temporelle. Or, tétanisée par la gauche et par les idées de gauche, la droite s'est longtemps gardée de défendre l'idée de l'homme comme héritier et donc comme obligé du monde. Mais voici, je crois, le moment de revivifier toutes ces notions. Alors, plutôt que de la seule liberté, elle doit se faire le chantre de la responsabilité, puisque la grandeur de l'homme, sa noblesse, est précisément dans la faculté de pouvoir répondre de ce qu'il fait. Je crois qu'aujourd'hui, face aux antispécistes, à ceux qui nient la spécificité de la nature humaine, nous devons défendre cette notion de responsabilité, le fait que parce que nous sommes doués du langage, nous pouvons répondre de nos actes. Alors, le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que le très grand péché, le plus grand péché peut-être du progressisme, est d'avoir prêté des vertus émancipatrices à la désaffiliation, à la désidentification et d'avoir tout misé sur ce postulat. Désidentification religieuse dans un premier temps, nationale et désormais sexuée et sexuelle. Alors, une petite allusion personnelle, mais moi-même, je suis née dans les années 70. J'appartiens donc à cette génération élevée par des parents, formée par des professeurs qui avaient renoncé à assumer leurs responsabilités d'adultes, à nous inscrire dans un monde vieux, infiniment plus vieux que nous. Et le grand alibi de cette démission a précisément été notre liberté, convaincus d'engendrer des individus d'autant plus libres que nous aurions que cet individu serait délesté de l'héritage civilisationnel. La conviction dont il se grisait, et dont, hélas, nous nous grisons encore en partie, était qu'en nous affranchissant des codes, des règles, il nous rendrait à une créativité prétendument originelle. Nous ressemblons à la fameuse colombe de Kant. Je vous lis juste cette référence. Cette colombe légère qui, dans son libre vol, fend l'air dont elle sent la résistance et vient à imaginer qu'elle volerait bien mieux encore dans le vide. Sauf que, nous dit Kant, dans le vide, elle ne volerait pas du tout. Eh bien, cette résistance qu'elle ressent et qu'elle appréhende comme un obstacle, un empêchement, est tout au contraire la condition de possibilité de son mouvement, de son déplacement. Faute de point d'appui, conclut le philosophe, on se condamne à ne faire aucun chemin. Or, 40 ans ou 50 ans presque après des années de cette éducation progressiste, nous avons la démonstration qu'effectivement, nous ne débouchons sur aucune orgie créatrice. Et aider, et au contraire, sur un conformisme, je crois que ce qui est très grave, c'est que nous avons confondu justement la déliaison et la liberté. Nous n'avons pas des individus plus libres, mais beaucoup plus déliés, moins capables de fidélité, et nous allons voir ce que cela induit. Donc, aidés, qui plus est, en cela, par les philosophes de la déconstruction, nous n'avons plus voulu voir dans la transmission de l'héritage civilisationnel qu'un instrument de domestication, de domination, de répétition du même. Au mot transmission, ils répondent collaboration. Collaboration avec les savoirs dispensés à l'école, les formes transmises par la famille ne viseraient qu'à réprimer l'individu, le surveiller et le punir. Et respecter la liberté de l'enfant supposerait de le laisser inventer ses propres significations comme s'il était le premier homme. Or, donc, les faits sont là, cette éducation n'a pas débouché, n'a pas engendré des êtres déliés, n'a pas engendré des êtres libres, mais déliés, qui sont, donc on a sensibilisé à tout, mais qui ne sont attachés et fidèles à rien. Très important, ce mot de fidélité, il est très présent chez Simone Veil, justement. L'enracinement est ce qui permet des fidélités. Et comme nous avons beaucoup parlé de l'importance, justement, des appartenances aussi locales et de la vitalité que cela induit au niveau de toute la nation, eh bien ça c'est un thème qui est très présent chez Simone Veil, dans tout son combat contre le jacobinisme, qui pose un éteignoir sur la vitalité des corps intermédiaires. Et comme elle le dit très bien,
cela ne se fait jamais au détriment du corps général de la nation, mais au contraire, cela dynamise la vie politique. Alors, donc pas d'individus donc des individus fidélisés à tout, sensibilisés à tout et attachés et fidèles à rien, condamnés, hein, c'est ça aussi la perversion de cette conception, c'est condamnés à vivre à la surface d'eux-mêmes, privés de cette intériorité qui définit le sujet et qui permet de n'être pas ballottés à tous les vents. Alors, force est de constater, et c'est un constat heureux, que nous assistons à un véritable retour de balancier puisque les individus, les peuples aspirent à connaître leur histoire, à redécouvrir leur identité. Je pense que c'est pour une assez bonne raison, c'est que l'idéologie progressiste ne tient pas compte de l'homme en sa fragile humanité. Elle passe par pertes et profits des besoins fondamentaux de l'être humain, et notre rôle est précisément de leur rendre leur légitimité en rappelant les fondements anthropologiques. L'enracinement, besoin fondamental de l'être humain, de l'âme humaine, disait Simone Veil. Et je rappellerai à cet égard combien nous avons perdu de temps, parce que lorsqu'en 1949, Albert Camus publie L'Enracinement, Simone Veil étant morte, que dit-il ? Il dit « On ne pourra pas reconstruire la France ni l'Europe sans tenir compte de ce que renferme cet essai, donc l'enracinement. » Or, nous n'en avons nullement tenu compte et justement nous nous sommes laissés porter par cette idéologie du déracinement, de la désidentification. Donc, le monde que l'idéologie progressiste a bâti se révèle une impasse existentielle. Le sans-frontiérisme, le culte de l'autre, l'ouverture ont décomposé les nations, transformées en champs de bataille d'individus monades, faisant valoir leurs droits à un État, par trop complaisant. Donc c'est un monde qui est inamical aux hommes. Je crois que cela se ressent de plus en plus. Alors le défi est donc de tenir le juste équilibre entre l'individu, qui ne doit en aucune façon être englouti dans un grand tout non plus, parce que justement, c'est là ce qu'il faut absolument défendre, c'est répondre de nos actes, c'est-à-dire qu'il faut un jeu qui s'avance en personne, qui s'y risque. L'enracinement à la Simone Veil, ce n'est pas l'enracinement à la Barrès, qui noie l'individu dans une grande totalité organique, qui plus est. Donc, il est important donc de tenir le juste équilibre entre l'individu et la civilisation à laquelle il appartient. C'était le rôle de l'école, c'était le rôle de l'éducation, et c'est pourquoi je crois qu'il est très important de refonder une anthropologie de la transmission. Et les ressources pour fonder cette anthropologie se trouvent chez Hannah Arendt. Hannah Arendt pense la naissance comme entrée dans le monde, dans un monde qui était là avant nous, donc qui nous précède, qui est appelé à demeurer après nous, et dont nous allons avoir la responsabilité. Je cite Hannah Arendt, « Avec la conception et la naissance, les parents ne donnent pas seulement la vie, ils introduisent dans un monde. Un monde, c'est-à-dire une civilisation, une forme d'humanité particulière, sédimentée par les siècles, historiquement construite. La tâche des adultes est d'escorter l'enfant dans cette forêt de symboles où il entre en étranger, de lui apprendre à connaître et à aimer, c'est absolument essentiel, cette civilisation qui était là avant lui, dont il deviendra bientôt acteur. » Et d'ailleurs, très récemment, en relisant la préface que La Fontaine avait donnée à ses fables, il a cette très belle image lui aussi. Il dit, ces derniers, donc en parlant de ses écrits, ces derniers, en parlant des enfants, sont nouveaux venus dans le monde, je n'invente rien, l'expression est sous sa plume, ils n'en connaissent pas encore les habitants, ils ne se connaissent pas eux-mêmes, on ne doit pas les laisser dans cette ignorance, on ne les doit laisser dans cette ignorance que le moins qu'on peut. Et le génie d'Arendt va être de tenir ensemble le devoir des adultes envers les enfants, mais non moins leur devoir envers ce qu'elle appelle la continuité du monde. Il s'agit, par l'éducation, de prendre une assurance contre les potentialités destructrices dont l'enfant, en tant que porteur de nouveautés, que l'enfant recèle. Donc, parce que c'est une nouveauté avant qu'elle soit éduquée, qui est brute, qui a quelque chose de sauvage. Donc, il faut justement le former.
Et ce qu'Arendt apporte de très précieux dans ce texte, c'est vraiment de toujours bien insister sur les deux points. Elle dit l'éducation est le point où se décide si nous aimons suffisamment nos enfants pour ne pas les abandonner à eux-mêmes, mais c'est aussi le point où se décide si nous aimons suffisamment le monde pour lui assurer une continuité. C'est vraiment la conclusion. Et on tente à oublier ce double aspect au profit de l'épanouissement, du bien-être de l'enfant. Le premier rôle de l'école, c'est d'abord le souci, et c'est pourquoi c'est une éducation nationale, parce que le premier souci, c'est d'assurer une continuité à la nation. Donc, là encore, ne pas donner la préséance à l'enfant et ses droits. Mais il est essentiel, évidemment, d'éduquer cet enfant pour cette liberté, d'éduquer en l'enfant cette liberté, cette imprévisibilité qui fait son humanité. Parce qu'il ne faut pas justement l'abandonner à lui-même. Je cite Arendt, elle a cette magnifique phrase, c'est qu'à la fin d'une vie, on doit vraiment pouvoir dire qu'il n'y avait personne avant. C'est-à-dire que chaque individu a une vie entière pour témoigner de son unicité, pour accomplir cette unicité. Et l'objectif de l'éducation est de ne pas justement le condamner à être un simple représentant de l'espèce, un énième exemplaire du même. Or aujourd'hui, cette idéologie qui imprègne tellement l'école fait que la doxa pénètre l'école et les enfants sont des énièmes exemplaires d'un même discours qui se tient absolument partout. D'où le paradoxe dont Arendt, et surtout il faut penser que c'est dans ces années où le credo progressiste l'emporte en matière d'éducation, en ces années, elle se saisit de ce paradoxe, que c'est pour préserver la capacité de l'enfant à introduire du nouveau, pour préserver, écrit-elle, ce qui est neuf et révolutionnaire dans chaque enfant, que l'éducation doit être conservatrice, c'est-à-dire entièrement tournée dans le passé. Pourquoi ? Quelles sont les vertus émancipatrices de la transmission du passé ? L'homme a besoin d'être inscrit dans une chaîne historique parce qu'en entrant dans le monde, l'enfant est nu, il est vide, il est sans épaisseur temporelle. Qu'est-ce qu'un homme, son histoire, demande-t-elle dans un texte qui est peu connu, un de ses premiers écrits, la biographie de Raël Varnhagen, un produit de la nature, rien de plus. Le passé s'impose, qui plus est, comme l'instance critique par excellence. Il instruit de l'existence d'autres modalités d'existence, d'autres modalités de pensée. Il recèle des propositions de sens qui demandent à être fécondées, à être prolongées. Et surtout, il est un levier pour inquiéter les évidences du présent. Il vient rarement ratifier nos certitudes, il se plaît plutôt à les mettre en question. La rencontre et l'expérience par procuration d'autres modalités d'existence que celles auxquelles nous sommes accoutumés nous portent à interroger les nôtres. C'est pourquoi de vouloir toujours mettre les œuvres du passé au présent est un contresens, parce que le piquant du fantôme que recèle justement le passé est étouffé si vous mettez les œuvres du passé au présent. Parce que Racine, Corneille nous parlent justement de rapports humains qui ne sont pas d'ordre démocratique, c'est ce rapport auquel nous sommes habitués. Et là, nous avons de quoi inquiéter nos propres habitudes. Donc je crois qu'il faut avoir une conscience très vive de ce que, en ne transmettant plus le vieux monde à l'enfant, on ne le libère pas, on l'incarcère dans la prison du présent, dans la geôle de l'ici et du maintenant. Faute de l'héritage des siècles, il est une âme désarmée. L'esprit du temps l'assaille, l'homme sans mémoire, garrotté au présent, parle comme on parle, sent comme on sent, juge comme on juge. Il se trouve, souvenez-vous, de toute façon, on m'a toujours surpris parce que une des images initiales, d'une des métaphores initiales, c'est l'allégorie de la caverne chez Platon. Donc notre état premier, c'est précisément d'être enchaîné. C'est pas une liberté qui serait donnée, elle se forme. Il s'agit et l'émancipation par la culture. C'est là que la gauche me fait beaucoup rire parce qu'elle est toujours en train de se gausser des vertus émancipatrices de la culture, mais sa conception de la culture fait qu'elle renvoie chacun à ses identités. Donc les jeunes gens de banlieue,
bon, je rapportais ça dans un de mes essais, mais c'est tellement aberrant. Des jeunes gens de la MJC du 93 de Bobigny avaient été conviés au musée du Louvre. Et quel était le thème? Étrangers chez soi. Et devant quelles œuvres les conduisait-on? Eh bien, devant le radeau de la Méduse de Géricault, parce qu'il y avait un noir, et devant les femmes d'Alger. Donc les vertus émancipatrices de la culture, elles sont là totalement hypothéquées. Hein. Donc, mais en revanche, donc c'est vraiment ce dépaysement temporel, en revanche, qu'il faut exalter. Et c'était la conception, c'est le rôle de l'école et de l'école républicaine, justement, que de soustraire les enfants à leur monde. Hein. Donc, l'enfant se trouve démuni contre la tyrannie de l'opinion, il s'englue dans la répétition du même, dans le conformisme, vidé de tout passé, il est docile à toutes les sollicitations, toutes les sommations du présent. Donc l'inscription dans une histoire, l'incarnation dans la chair d'un récit singulier est l'antidote à l'abstraction des individus substituables les uns aux autres. Donc il est de notre responsabilité de les soustraire à cet empire du présent, de les rendre accessibles et sensibles à d'autres propositions de sens. La mémoire, autrement dit, est une arme de résistance et l'histoire, en outre, est pourvoyeuse de sens dans la double acception du mot. Hein. Elle nous indique une direction et elle est porteuse de signification. L'amnésie, aussi bien individuelle que collective, condamne à l'atonie. C'est une sorte d'encre hein, dans laquelle nous trempons notre plume. Dernier point, puisque je crois qu'il faut que je sois assez rapide. Alors, Bruno Retailleau parle d'une éthique des limites, et je crois qu'en effet, il est très important, et il est impérieux même, de refonder cette éthique, la refonder, car si elle était familière aux anciens, qui ne redoutaient rien tant que l'hubris, instruit de ce que la démesure était punie par les dieux, elle ne va nullement de soi pour nous. Et alors même que nous avons eu l'expérience des totalitarismes, et comme l'écrivait là encore Hannah Arendt, la croyance totalitaire que tout est possible n'a vérifié qu'une chose, que tout pouvait être détruit. Donc la modernité dont nous sommes les héritiers et les funestes continuateurs est engagée dans une grande rébellion contre le donné de l'existence. Et dans un texte peu connu d'Hannah Arendt, donc vraiment elle nous aura accompagnés dans cette intervention, donc, un texte peu connu d'Hannah Arendt écrit en guise de conclusion aux origines du totalitarisme. Elle écrit que la question, désormais, est d'ordre moral. À nous de décider si nous continuons de glisser sur la pente des modernes, c'est-à-dire justement du tout est possible, ou bien si nous nous engageons sur la voie de la réconciliation avec le donné de l'existence. Elle écrit ce texte aux alentours de 1951 et en 1958, dans son prologue à la condition de l'homme moderne, alors qu'elle assiste aux premières tentatives de donner la vie dans des éprouvettes, et que la promesse de rendre l'homme immortel commence d'agiter les esprits et les laboratoires, force lui est de constater que les hommes ne sont guère disposés à un armistice avec la finitude et que nous avons continué à glisser sur la pente du tout est possible. Ce qui nous caractérise, c'est l'ivresse des possibles et l'hypertrophie de la volonté. Là où était la nature, là où même était l'héritage civilisationnel, toute forme de données, c'est-à-dire le donné, c'est ce qui est reçu, ce dont nous ne sommes pas les auteurs, là où était donc la nature, l'héritage civilisationnel, la volonté doit advenir. Tout doit être ratifié par l'individu. Dans une de ses chroniques, là aussi, anecdote tellement significative, Jacques Attali suggérait de soumettre à la ratification des adolescents, arrivés à l'âge majeur, le prénom que leurs parents leur avaient donné sans les consulter et pour cause. Et alors, le sommet, évidemment, de cette ivresse des possibles... C'est la loi, maintenant. C'est rentré dans la loi. C'est rentré dans la loi Le changement et de depuis prénom est très quand facile. Depuis quand On était contre, mais depuis 2 ans. Oui, le changement de prénom est extrêmement facile. Ah oui, d'accord. Ah bah alors, Jacques Attali a...
Oui. Mais c'est sûr que oui, il avait écrit cela, oui, il y a bien 4 ans, hein, en effet. En effet. Alors, en tout cas, pour ce qui est de cette ivresse des possibles et de cette hypertrophie de la volonté, cela atteint son summum dans la théorie du genre, hein, qui livre effectivement entièrement, pour résumer en une phrase la théorie du genre, je crois que vraiment l'esprit est très simple à comprendre, c'est que les théoriciens du genre s'inscrivent dans la continuité de Simone de Beauvoir. Ils considèrent qu'elle est demeurée comme en retrait par rapport à sa propre intuition. Quand Beauvoir dit « on ne naît pas femme, on le devient », le genre dit « mais si on ne naît pas femme, pourquoi le deviendrions-nous » Et autant jouer justement de toutes les identités, de toutes les sexualités et ne pas se limiter à un seul rôle. Donc, même cette notion d'orientation sexuelle montre bien que, en dernier ressort, c'est le choix, toute l'attitude est laissée, abandonnée à l'individu. Alors, il vaudrait mieux que je... Alors, attendez, je regarde. Bon, c'est pas qui m'aide. Bon, les autres points que je voulais développer, juste, je le dis, mais je développe rien, c'était, puisque ce sont des thèmes qui vous sont chers, c'est précisément les vertus émancipatrices de l'assimilation, parce que je crois qu'on a oublié les promesses émancipatrices dont l'assimilation est porteuse. Et puis l'autre point aussi, c'était... Oui, sur la notion d'individualisme. Parce que je crois qu'on a un usage tout à fait abusif du mot individualisme. Il y a une très belle tradition de l'individualisme, qui est justement la tradition aristocratique, du jeu qui s'avance en personne, qui s'y risque. Et donc, on confond l'individu, donc de l'individualisme noble, avec l'individu atomisé et la monade qui n'a rien de comparable. Voilà. Bon,